Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, comme convenu, je vais vous parler de mon alimentation après la sleeve gastrectomie, de l'intervention à aujourd'hui, c'est-à-dire 2 ans post-op. Allez go, c'est parti. Alors, pour commencer, pour revenir un petit peu sur le début de mon intervention, refaire un petit récapitulatif très bref parce que dans des vidéos précédentes, notamment celle sur l'intervention, sur les quelques jours post-op, les 3 jours post-op et sur la clinique du Chalonnais, je vous parle déjà de mes premières sensations suite à l'intervention. Donc je vous mettrai là, ici, par là-haut, je pense, en petite barre qui va s'afficher la vidéo concernée les premiers temps après l'intervention sur mon alimentation. Donc je vais y revenir très brièvement, mais je vais pas trop épiloguer là-dessus, il suffit de revenir sur ces vidéos. Une fois que vous venez d'être opéré, vous mangez presque pas. Déjà il y a l'appréhension de l'estomac, de se dire que là on vient de se faire couper la moitié de l'estomac, est-ce que je vais pouvoir manger, etc. Même le liquide ou même une gorgée d'eau, c'est limite la panique de peur d'avoir mal, et ça c'est une réaction tout à fait normale. Donc c'est vrai que les premiers jours on en reste au bouillon et à l'eau. Pour récapituler un petit peu, sachez que après l'intervention, vous avez normalement, en tout cas le protocole le plus classique, le plus banal et qui revient le plus souvent, c'est une semaine de complètement liquide, une semaine de complètement mixé, une semaine de complètement haché et enfin pouvoir revenir à des petits morceaux et une alimentation normale. Après, bien sûr, tout dépend des protocoles, tout dépend des chirurgiens, mais en général, c'est à peu près ça. Donc effectivement, moi, pour en revenir sur ces premiers jours, ça a été très compliqué. Comme je vous l'ai déjà expliqué auparavant dans mes anciennes vidéos, j'ai énormément paniqué, j'avais très peur de manger, de boire, non pas que j'avais forcément mal, mais je m'étais dit c'est impossible de pouvoir avaler quelque chose, de pouvoir mettre quelque chose dans mon estomac alors que je viens de me faire opérer quoi. Enfin, c'est sûr qu'au départ on appréhende quand même vachement. Donc je buvais des petites gorgées, je buvais mon bouillon et surtout il faut savoir que les 2 jours les plus difficiles, eh ben, ce sont les premières 48 heures après l'intervention. Pourquoi ? Alors, non pas seulement parce qu'on vient d'avoir l'intervention, qu'on a eu une anesthésie, qu'on est un petit peu encore endormi. Ces 2 premiers jours après l'intervention, en général, vous êtes sujette à des nausées. Vous pouvez plus rien sentir, la moindre odeur de nourriture vous dégoûte et c'est ultra déstabilisant. Et du coup, on se dit, mais attends, c'est pas possible, mais jamais je vais pouvoir remanger de ma vie, je vais mourir de faim. Enfin, moi, très clairement, ça a été ça et je sais que je suis pas la seule. Et ça aide pas. Ça aide pas à relativiser, ça aide pas à être bien et en général, c'est durant ces 2 premières journées qu'on regrette d'avoir fait l'intervention. Donc, vous inquiétez pas, ça revient, vous remangerez, vous réapprécierez à manger, je vais vous l'expliquer par la suite. Donc ensuite, le premier mois, j'ai bien suivi mon protocole. J'ai eu la chance d'être suivie à la clinique du Chalonnais en séjour de 3 semaines après mon intervention et ça m'a permis de réintroduire peu à peu tout type d'aliments, tout type de consistance, ce qui a fait que quand je suis sortie de cette clinique, j'ai pu retourner chez moi et commencer à manger des petits morceaux sans aucun problème. Donc au niveau quantité, bien sûr, on mange pas beaucoup et j'étais à 3 repas par jour avec 3 collations. Donc 6 repas, 6 à 7 repas dans la journée et vraiment des toutes petites quantités. Donc là je parle de l'équivalent en quantité de 2 pots de yaourt, 3 semaines après l'intervention. J'ai très vite remarqué que j'étais beaucoup moins axée sur le sucre et beaucoup moins axée sur les choses grasses. Je parle dans une de mes anciennes vidéos d'une petite mésaventure que j'ai eue avec la première fois que j'ai remangé de la pizza. Je l'ai très mal digérée, j'ai eu extrêmement mal au ventre, j'ai eu beaucoup de diarrhée. Et donc oui, les premiers mois vous allez être complètement écœuré par ce type d'aliments, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, et donc là c'est comme je le dis, c'est là où c'est super parce que c'est là où vous allez perdre le plus de poids les 6 premiers mois parce que vous n'avez pas de sensation de faim. Ça c'est normal aussi suite à un dérèglement hormonal que crée la chirurgie les premiers mois. Au bout d'1 mois et demi, ce dégoût pour l'alimentation commence un petit peu à passer, il y a quand même une amélioration, on supporte mieux les odeurs, l'odorat est un peu moins décuplé, c'est plus facile, on commence à prendre nos repères, on commence à savoir gérer ce bébé estomac, à savoir contrôler quand est-ce qu'il va y avoir la cuillère de trop ou pas et les douleurs. Donc du coup, on revient peu à peu à une alimentation normale. Je parle pas au niveau quantité, mais je parle manger de tout.
On revient à goûter tout type de consistance. On voit très vite si ça passe ou si ça passe pas. La sensation de sucré est revenue au bout des 6 mois, comme je le vous disais. Quand je suis partie en vacances en 2016, là j'ai repris des goûters un petit peu plus sucrés. J'étais un petit peu moins écœurée. C'était déjà un signe que le goût sucré revenait. Peut-être parce que je commençais à avoir perdu beaucoup de poids et que le corps dans ces cas-là est peut-être un peu fatigué et peut-être un petit peu plus souvent en hypoglycémie et donc demande du sucre. Et là, j'ai commencé à manger des goûters plus sucrés. J'ai constaté que le sucré commençait à revenir. Et alors après, il est revenu les mois qui ont suivi de manière exponentielle. Donc ce sucre, il a fallu que je le réapprivoise. Cette envie de sucré, cette envie de fringale. Je vous dis, au bout des 9 mois, 1 an, voilà, c'était beaucoup plus présent. Et il a fallu que je commence à me battre contre ça. C'est au bout des 1 an où je me suis vraiment rendu compte que la chirurgie ne faisait pas tout, hein, comme je le dis. On a beau vous le répéter, on a beau le savoir, tant qu'on n'est pas confronté, tant qu'on a encore ce dégoût qui est là, on se dit waouh, franchement la chirurgie c'est super. Je comprends pas les gens qui disent qu'on peut manger plus et qu'on peut remanger normalement. Enfin, quand ça commence à revenir, quand vous avez ces envies-là, là vous commencez à vous dire aïe. Effectivement, la chirurgie marche un temps, mais le naturel revient au galop et il faut faire attention si on n'a pas réglé psychologiquement tous ces problèmes de malbouffe, quoi. Donc au bout d'1 an, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte qu'il va falloir que je fasse des efforts. Vraiment, là, je parle d'efforts parce que les premières années, je peux pas dire que j'ai fait réellement d'efforts. J'avais pas forcément beaucoup de sensations de faim. Je ne me battais pas autant contre cette envie de sucre. Donc c'est vraiment au bout d'1 an qu'on se rend compte que de tous les efforts que ça va impliquer, que tous les changements alimentaires qu'on a pris durant cette première année, il va falloir les maintenir à vie et que ça ne va plus être quelque chose de facile à faire. C'est quelque chose dont il va falloir se battre au quotidien pour pouvoir que ça devienne vraiment des habitudes ancrées sur le long terme. À partir des 6-9 mois, vous vous rendez compte qu'en quantité, vous commencez à manger plus. Alors, la collation d'après le dîner, c'est-à-dire en général la collation qui est vers les 21h-22h, je l'avais maintenue les 3 semaines post-op à la clinique du Chalonnais et je les ai arrêtées au bout de ces 3 semaines parce que je ne voyais pas l'intérêt de continuer à manger cette collation. Elle ne me faisait pas envie. Personnellement, avec ma vie professionnelle et ma vie familiale, je ne me couche pas forcément tardivement. Je me couche pas à 23h ou minuit. En général, c'est plus 22h30, 23h. Donc, la collation de 21h, 22h, je voyais pas l'intérêt de la manger alors que j'allais me coucher juste après. Donc, je l'ai très vite enlevée en revenant de la clinique du Chalonnais. Et je suis donc restée sur 3 repas et 2 collations les 6 premiers mois. Et enfin, la collation du matin, j'ai fini par l'enlever au bout des 6-9 mois, 1 an. Au bout des 6 mois, je commençais à la prendre moins régulièrement. Des 9 mois, elle était de moins en moins présente, j'en avais de moins en moins besoin. Donc au bout de 1 an, j'étais un petit déjeuner, un repas du midi, une collation à 16h et mon repas du soir, en général entre 19 et 20h. Voilà. Donc ça c'est quelque chose ensuite qui est toujours présente. Jusqu'à mes 2 ans post-op, ça a été, on va dire, le format quotidien de mes journées d'un point de vue alimentaire. Petit déjeuner, déjeuner de midi, collation de 16h et dîner. Voilà. Qu'est-ce qui change au bout des 2 ans? Alors comme je vous disais, au bout des 1 an, il y a la sensation de sucré qui revient. Ça, c'est pas évident d'y faire face, mais on sent que c'est une réaction, je dirais, normale. Notre corps a perdu du poids très vite, il essaye de se venger avec cette envie de sucre qu'on du coup on comprend et qu'on arrive à canaliser. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais en gros moi je savais que j'étais fatiguée, je savais que mon corps avait perdu beaucoup de poids et donc du coup je savais que ces envies de sucre étaient normales, que c'était purement physiologique, que le psychologique limite ne rentrait pas en compte là-dedans. C'était juste moi à mon avis de l'hypoglycémie, de la fatigue. Au bout des 2 ans post-op, cette envie de sucre, elle a changé. Et je me suis très vite aperçue que ce n'était plus la même envie. Qu'il y avait un rapport très psychologique qui avait pris place, qui avait remplacé ce besoin tout simplement physiologique. Les grignotages ont commencé à revenir. Et je suis contente de faire cette vidéo maintenant parce que je vous l'aurais faite encore au mois de janvier ou début février, je vous aurais dit
que franchement ça va, c'est gérable. Là, depuis fin février, vous l'avez vu avec mon vlog, j'ai été confrontée, et je le suis encore maintenant, à des envies de grignoter, à des écarts très compliqués psychologiquement à gérer. Je ne sais pas pourquoi je craque. Je sais que j'ai des moments où c'est pas facile, mais c'est vraiment des pulsions. Vraiment là, on est vraiment dans la compulsion alimentaire. Je sais que ce n'est pas physiologique, je sais que je n'ai pas faim et j'ai quand même envie de ce grignotage. Et c'est pour ça aussi que je me suis un petit peu emballée dans mes vidéos précédentes, parce que la chirurgie est loin de tout faire si vous n'avez pas guéri ce rapport à l'alimentation qui était malsain au départ. Et moi je suis en train d'être confrontée à mes anciens démons qui reviennent. Et sincèrement, j'ai énormément de mal. J'arrive à canaliser, mais je ne veux pas non plus vous le cacher, c'est loin d'être facile tous les jours. J'ai tendance à craquer. Y a des jours où je craque pas du tout. J'arrive à tenir parfois même une semaine avec de bonnes habitudes, avec quelques plaisirs comme ça de temps en temps, mais sans avoir besoin de me réfugier dans cet aliment. Et je sais pas pourquoi, il y a un jour où je suis peut-être plus fatiguée, où il y a des choses qui me minent plus, et tout de suite j'aurais tendance à refaire des grignotages. Je le sais, au moment où je vais prendre le gâteau, je sais que c'est pas bien, je sais que ça peut me refaire prendre du poids, mais il n'empêche que j'ai énormément de mal à canaliser cette pulsion. Et malgré tout, je l'assouvis en mangeant, avec une culpabilité derrière qui est revenue. Je me suis rendu compte que ces grignotages étaient en général liés à un contexte psychologique moins facile, beaucoup de stress, beaucoup de travail, des situations d'angoisse, d'ennui, des choses du quotidien qui vous minent, des petits imprévus. Enfin, dans la vie n'est pas quelque chose de linéaire, vous avez toujours plus ou moins des moments où ça va ou ça va pas, et les moments où ça va pas, opéré ou pas, on a tendance à retomber dans ces compulsions alimentaires. Et c'est sur ce point que je veux vous attirer, c'est sur ce point que je veux vraiment insister. L'importance aussi de boire beaucoup. Je sais que ces compulsions alimentaires peuvent arriver aussi quand j'ai pas eu beaucoup d'hydratation durant la journée. Qui dit pas beaucoup d'hydratation durant la journée dit avoir peu mangé, parce que du coup j'ai pas rincé mon estomac comme il faut et j'ai du coup mangé pas assez pour pouvoir tenir le coup. Les fringales se reviennent plus vite, hein, tout simplement. Je vous avais parlé d'un vomissement qui m'était arrivé en septembre 2017. Mon premier vomissement et le seul. Cette cuillère en trop, je l'ai re-eu encore il y a quelques semaines. Je n'ai pas vomi, je vous dis des bêtises. Si, j'ai essayé de me faire vomir et j'ai dû vomir la cuillère en trop. C'était d'ailleurs un yaourt. Ça, je vais vous l'expliquer aussi par la suite. Et effectivement, encore une fois, je sais que c'était lié à un manque d'hydratation. Donc, à 2 ans post-op, c'est encore quelque chose sur laquelle je dois beaucoup travailler. Je ne bois très clairement pas encore assez. Je bois mes 1 litre d'eau, mais il faudra vraiment que j'arrive à mes 1,5 litre. Et parfois, c'est difficile d'arriver à 1 litre. C'est pour ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous me voyez beaucoup souvent avec des boissons chaudes du style cappuccino, café au lait ou infusion ou thé. Parce que ces boissons-là m'aident vraiment à apporter une quantité suffisante au niveau de l'hydratation. Donc je me suis rendu compte que ce jour-là j'avais manqué d'hydratation et que j'avais aussi mangé trop vite. Au bout de 2 ans, effectivement, on a tendance à accélérer les coups de fourchette. On a moins mal, on est moins vite rassasié parce que notre estomac s'est peut-être un petit peu dilaté, c'est normal. On aurait du coup tendance, puisqu'on s'est habitué à notre estomac, aux quantités, à manger plus vite et donc à revenir à une fréquence de fourchette un petit peu trop accélérée par rapport au début. C'est pour ça qu'il y a quelques semaines, ou ça fait 1 ou 2 mois maintenant, que j'ai investi dans une fourchette connectée. Alors je ne l'ai pas acheté tout de suite après mon intervention. Je l'ai acheté quand je me suis rendu compte qu'effectivement mes coups de fourchette étaient devenus peut-être un petit peu trop rapides. Vous me voyez notamment l'utiliser dans mon vlog précédent. C'est une fourchette, je vous la conseille, c'est un très très bon investissement. Parce qu'effectivement, elle me permet de manger plus lentement et du coup de manger moins de quantité.
puisque vous savez que la sensation de satiété n'arrive que 20 minutes après la première bouchée. Donc ça permet de manger moins de bouchées, que la sensation de satiété, donc le temps de s'installer, et donc du coup on mange moins en quantité. Et surtout aussi, moi je l'ai pris pour ça, pas forcément pour manger moins, mais surtout manger plus lentement et de ne pas avoir cette douleur qui m'est encore arrivée du coup il n'y a pas très longtemps. Donc vraiment je vous conseille la fourchette connectée. Vous allez vraiment, je pense, en ressentir le besoin, vraiment 2 ans post-op. Avant, la chirurgie fait encore son travail. L'étroitesse de votre estomac fait que inconsciemment, de toute manière, vous mangez lentement. Une fois que vous avez pris l'habitude 2 ans post-op, c'est plutôt bien du coup d'investir dans cette fourchette-là. Pour en revenir à ce petit vomissement que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, ces quelques semaines, j'ai constaté que c'était la cuillère en trop. Comme je vous disais, c'était le yaourt que j'avais mangé à la fin de mon repas. Et je pensais que c'était dû à peut-être trop de quantité. Et en fait, non. Tout simplement, j'ai changé de type de yaourt et ça passe mieux. Notamment depuis que je prends des yaourts à base de lait de soja et plus de lait de vache, donc plus de lactose. Et effectivement, ces yaourts-là, maintenant, je peux les manger à la fin de mon repas de midi, sans problème. Vous le voyez d'ailleurs dans la vidéo qui va suivre, une journée dans mon assiette. Depuis quelques semaines, j'ai enlevé les yaourts à base de lactose, du style les veloutés, les Activia, etc. Parce que depuis la chirurgie, je n'ai jamais réussi à les finir. Et je me rends compte que c'est peut-être pas forcément une question de quantité. Je pense aussi que c'est le lactose qui me convient en fait tout simplement pas. Alors, lorsqu'il s'agit de fromage, j'arrive à le digérer, les fromages à pâte cuite du style Emmental, Comté, ça passe, du style un morceau de camembert aussi sans problème, le chèvre, mais les yaourts, j'ai toujours eu beaucoup de mal à les finir en tout cas. Donc c'est vrai que ça, 2 ans post-op, j'ai mis du temps à trouver, à comprendre et je me rends compte que je me sens nettement mieux avec ce type de yaourt. Donc pour l'instant, je mange ça, je ne sais pas si je reviendrai au yaourt à base de lait de vache, j'en sais rien. J'en ai pas l'envie pour l'instant et je me contente vraiment beaucoup de ces yaourts-là à base de lait de soja que j'apprécie énormément. C'est vraiment un plaisir de les manger, je trouve ça d'ailleurs très bon. Ce qui m'amène du coup à vous parler de ces changements qu'implique la chirurgie sur le long terme, notamment les changements de sa manière de manger, les changements du type d'aliments qu'on va acheter, parce qu'on devient plus sensible, on nous éduque quand même à manger mieux. Du coup, on change notre manière de manger, mais aussi notre manière tout simplement de faire les courses. On aurait tendance à aller peut-être vers des choses plus saines. On devient quand même beaucoup plus sensible, beaucoup plus sensibilisé à ce qu'on mange, à tout ce qui est bio, etc. Notamment aussi quand on a des enfants, parce qu'on se rend compte aussi que la plupart de notre éducation, de la manière dont on nous a appris à manger, a fait que ça a influencé quand même plus ou moins sur notre poids, notre rapport à l'alimentation depuis l'enfance a fait que, et même si à notre époque c'était pas si important, le bio, tout ça, machin, il y avait pas tous ces trucs-là, je me rends compte que quand même le phénomène de tout ce qui est gâteau industriel, ce genre de choses, n'a pas aidé les enfants et donc les adultes que nous sommes aujourd'hui à ne pas être addicts au sucre. Nous sommes devenus addicts au sucre, notamment aussi je pense à cause de ces gâteaux industriels. Et du coup, moi j'essaye de ne pas faire cette erreur-là avec mes filles qui sont encore petites. J'essaye de les éduquer et je sais pertinemment que si dès maintenant je ne leur donne pas trop accès au goût sucré, moins je les élèverai là-dedans, moins elles auront cette envie de sucre. Alors je leur enlève pas complètement le sucre, ça reste des enfants, elles ont le droit de manger de temps en temps des gâteaux, des bonbons, des choses sucrées. Le but ce n'est pas d'interdire, c'est pas ça, mais d'équilibrer, mais de limiter afin que ça ne devienne pas une addiction comme moi c'est les devenu par la suite. Surtout ne pas les frustrer, ça ne sert à rien parce que moi je sais que c'est les frustrations de mon enfance qui ont fait qu'après j'ai compensé par l'aliment doudou. Donc non, si elles me demandent un gâteau, si elles en ont envie, qu'elles en ont pas mangé beaucoup et que ça a une horaire raisonnable, je leur donne, je vais pas les frustrer et on se rend bien compte que en ne les frustrant pas, elles ne sont pas plus demandeuses que ça. Et j'essaye du coup quand même d'acheter un minimum de choses saines, je vais pas dire saines, mais à peu près équilibrées,
Et donc pour ça je me suis renseignée et j'ai vu notamment une vidéo sur YouTube, c'était un reportage sur le sucre, ça m'a fait extrêmement peur. C'était un chercheur, enfin une chercheuse qui parlait donc du coup de tout le sucre qu'il pouvait y avoir dans les aliments industriels et qui conseillait un livre que je vais donc vous montrer qui est là, qui est Le Bon Choix pour les enfants. Voilà, ce sont tous les aliments, du coup les ingrédients, les aliments, qui sont disponibles en supermarché. Ce sont des ingrédients des aliments industriels, hein, voilà. Mais bon, afin de limiter la casse, vous avez effectivement ceux qui ne sont pas bons du tout, en rouge, et en vert, ils vous donnent les équivalents que vous pouvez trouver aussi, qui sont, on va dire, un peu plus sains. Même s'ils ne le sont pas à 100%, bien sûr, hein. Mais ils font très attention aux additifs, au taux de graisse saturée et au taux de sucre. Et donc voilà, il faut une espèce de bon compromis et j'ai trouvé ça super intéressant, notamment pour mes filles. Donc après, se méfier, ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils proposent en verre est bon. Vous savez pertinemment que dans la rubrique épicerie sucrée, dans les gâteaux, vous savez pertinemment que si vous achetez des barres céréales ou ce genre de choses, ça reste quand même sucré, il faut le garder en collation et pas en manger tout le temps, hein. C'est pas parce que c'est vert que vous pouvez vous engouffrer, bien sûr, hein. Mais ça c'est de la logique, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Et du coup, je suis allée plus loin en achetant Le Bon Choix au supermarché. Donc là, c'est plus axé pour les adultes. Les produits qui sont plus du courant qu'on achète au quotidien. Et franchement, c'est très intéressant aussi. En plus, il vous explique, hein, il vous parle pas seulement des produits à acheter ou pas. Alors après, quand même se méfier parce que première réaction, et je pense que vous allez peut-être être plusieurs à vous la faire, et donc on me l'a déjà faite et c'est quelqu'un proche de ma famille puisque c'est mon mari. Quand j'ai acheté ces livres, quand je lui ai montré, il était très heureux de voir que lui aussi pouvait profiter de cette nouvelle alimentation que je voulais mettre en place dans la famille. Mais il m'a dit, est-ce que tu es sûre? Est-ce que tu sais, est-ce qu'il n'y a pas des lobbies qui sont derrière, des marques qui ont payé ces fameux chercheurs pour les mettre en avant plus que d'autres? Alors oui, je suis consciente qu'on peut se poser la question. Sur le livre derrière, il y a une petite notice, un guide d'achat rédigé dans l'indépendance la plus absolue. Donc ce sont 8 journalistes scientifiques, des diététiciennes et des nutritionnistes. Et ils disent qu'effectivement, cet livre a été rédigé dans l'indépendance la plus absolue. Donc j'espère que c'est réellement le cas. J'espère qu'il n'y a pas des lobbies derrière. Est-ce qu'on saura ou pas réellement? J'en sais rien. À un moment, c'est ce que je me dis aussi. Il faut quand même faire confiance. Mais il faut pas être bête non plus. Donc voilà, je fais quand même un petit peu confiance. Mais j'ai aussi... parce que comme je le dis, je fais confiance, mais je suis pas bête, télécharger une application qui est assez intéressante. Donc là par contre, sur le téléphone, j'essaierai de faire apparaître l'écran de mon téléphone avec cette application-là qui apparaîtra. C'est l'application Yuka. Je sais pas si vous connaissez, Y-U-K-A, je le mets, je sais pas où, sur l'écran, le nom de l'application pour que vous puissiez la télécharger si elle vous intéresse. Et cette application est assez intéressante puisque quand vous faites vos courses, il suffit de scanner le code barre du produit. Et si c'est dans leur bibliothèque, et ben, ils vous disent si c'est un bon produit, si c'est un produit qui est médiocre ou si c'est un produit qui est très mauvais en fonction des additifs, du taux de graisse, du taux de sucre, etc. Cette application est très clairement plus sévère que ces deux bouquins. Parce que forcément, j'ai fait le test et j'ai comparé un aliment qui doit être un 4 quarts breton. Donc, voilà, ce 4 quarts là, je l'ai acheté pour mes filles en me disant il est dans les verres, l'ingrédient principal c'est l'œuf, c'est un 4 quarts qui est presque comme à la maison, il y a quelques phosphates en plus, mais voilà, c'était plutôt un bon compromis. Et quand je l'ai scanné avec l'application Yuka, alors là ça m'a mis le truc... très médiocre. Alors très médiocre parce qu'il y a quand même pas mal de sucre, qu'il est calorique, qu'il y a quelques phosphates, etc. Donc oui, quand vous achetez un 4 quarts industriel, vous vous doutez bien que vous ne donnez pas un gâteau fait maison où il n'y a pas d'additifs du tout, où il n'y a pas de conservateur, etc. C'est vrai, pour ça l'application Yuka est plutôt beaucoup plus sévère.
Dès que vous allez acheter quelque chose d'un peu sucré, et vous avez le droit d'acheter des choses un peu sucrées, car je le rappelle, on n'est pas au régime, tout de suite, pouf, ça apparaît en rouge. Après, c'est à vous, bien sûr, de trouver l'équilibre, à bien garder à l'esprit que ça reste juste à titre occasionnel. J'ai fait aussi l'expérience avec les plats cuisinés, parce que moi, je n'ai pas forcément, alors désolée de l'apprendre et désolée pour toutes les personnes healthy, vegan et tutti quanti, je ne mange pas forcément cuisine maison tous les jours et je continue d'acheter des plats cuisinés, notamment les plats picards. Quand je vais parfois au travail. Alors peut-être là avec le beau temps un peu moins parce que je serais plus axée sur les crudités, salades et tout, et là ça c'est moi qui me le fais moi-même. Mais en tout cas cet hiver j'ai pas mal investi dans ces plats cuisinés que j'ai scannés avec l'application Yuka et qui sont vraiment de bons produits pour des plats cuisinés, pas beaucoup d'additifs, pas beaucoup de conservateurs, ce qui est normal puisque ça reste du plat surgelé, donc il y a moins de conservateurs qu'un plat qui ne l'est pas surgelé. Donc c'est vrai que l'application Yuka m'a pas mal servi pour ces petits plats-là que j'achetais tout préparés. Donc je vous la conseille également. Voilà 2 ans post-op ce que je pourrais dire sur mon alimentation. Vous allez pouvoir voir avec la vidéo qui va suivre que je vous mettrai en ligne, non pas d'ici 2 semaines, quand même, j'avais anticipé la chose, je voulais la mettre dès la semaine prochaine, une journée dans mon assiette, mais là je rentrais vraiment dans le détail de mes sensations et de ce que je mangeais. D'un point de vue quantité, je vous en parle aussi dans mes bilans des 2 ans, maintenant je mangerai sur une taille de pizza moyenne, je vais revenir vite fait dessus, 3 parts de pizza, voire 4 quand je suis en forme, c'est-à-dire la moitié d'une pizza moyenne. J'arrive à manger le midi l'équivalent d'un plat picard qui est pas loin de 300 grammes. Quand je ne prends pas de plat picard et que je mange quelque chose que j'ai fait maison, et donc du coup je pense que je prends des quantités moins grandes, c'est là où je peux me permettre de manger un yaourt, parce que quand j'ai mangé mes 300 grammes de plat picard, en général je ne peux pas manger le yaourt après, qu'il soit avec ou sans lactose. Donc là ça n'a rien à voir, si je pense, d'un point de vue quantité. Donc petit point que je pourrais faire sur l'alimentation, sur ces 2 ans post-op, et qui est vraiment le point noir, c'est le retour des grignotages, c'est le retour des écarts. Les envies sont beaucoup plus présentes, c'est vraiment difficile d'y refaire face. Attention, 2 ans post-op bien tassés, ça revient, vous n'êtes pas guéri. C'est là où on se rend compte que le combat, en fait, il ne commence vraiment réellement que là, que maintenant. Ce que je suis en train de vous dire, retenez-le bien, faites attention, soyez curieux si vous ne me croyez pas. Regardez le nombre de personnes après 2 ans qui continuent à témoigner après la chirurgie bariatrique. Sur les réseaux, sur YouTube. Vous verrez qu'il y a moins de monde. Et ça a une explication, parce qu'il y a le retour de ces grignotages qui sont x10, x1000, qui sont pas faciles et qui nous font reprendre du poids. Alors il y a des gens qui réussissent à le gérer, il y a des gens qui ne réussissent pas à le gérer. Je pense aussi qu'il y a une certaine partie, c'est pour ça qu'ils donnent moins de nouvelles. Faire très très attention. Si j'avais une conclusion à faire sur mon alimentation par rapport à ces 2 ans, surtout n'oubliez pas que vous n'êtes plus au régime. Le régime, c'est fini. Comme je vous en parlais dans mon vlog, trop penser à son alimentation, de trop penser à son poids, fait que vous allez forcément en reprendre. Vous êtes à 2 ans post-op, vous avez perdu le poids que vous avez perdu, votre corps s'est stabilisé, vous avez trouvé votre poids de forme, essayez de le maintenir. N'essayez pas de maigrir plus. Si vous essayez de maigrir plus, vous allez recréer un déséquilibre qui va faire que, certes, vous allez peut-être maigrir dans les quelques mois qui vont suivre vos efforts, mais qui, 6 mois ou 1 an après, vont vous faire plus reprendre que votre poids initial. Donc, ok, votre corps s'est stabilisé. Moi, personnellement, je suis stabilisée à 55 kg maintenant. J'essaye de rester à mon 55 kg. J'aurais aimé faire 52 pour avoir perdu 40 kg tout rond après ma sleeve. Ça n'a pas été le cas. Je ne me frustre plus. Je ne me prends plus la tête. J'essaye juste de maintenir mon poids à 55. Dès que je remonte à 56 ou 57, je reprends très vite les rênes, je ne me laisse pas déborder pour vite redescendre et ne pas remonter. Voilà, donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas au régime, continuez à faire attention de temps en temps, à vous peser 1 fois par semaine, à faire attention à votre alimentation, à surtout ne plus peser vos aliments, à ne vous fier qu'à votre visuel et surtout
et je dirais même seulement aux sensations de votre estomac. C'est lui qui continue à vous guider, faites-lui confiance. Même s'il y a 2 ans post-op, on le sent beaucoup moins. Et surtout, maintenez une activité sportive, ça j'en parle pas trop aujourd'hui, mais c'est ce qui va faire que vous allez garder une masse musculaire qui va brûler les calories, et notamment les calories peut-être parfois pris un petit peu en plus avec ces écarts-là, et d'éviter de prendre trop de poids. Donc voilà, sur ces 2 ans post-op au niveau de mon alimentation. J'espère avoir été assez claire, mais en plus d'une journée dans mon assiette où vous allez voir un peu ce que je mange, c'était une manière de vous détailler concrètement, que vous puissiez vraiment avoir conscience de tout ce que ça implique au niveau des changements alimentaires, et que le combat, il continue. Je dirais même qu'il commence maintenant 2 ans post-op, et ça confirme aussi mon coup de gueule à propos de cette chirurgie et des gens qui veulent absolument passer par cette chirurgie pour maigrir, pour vous dire qu'à 2 ans post-op, elle implique autant d'efforts qu'un rééquilibrage alimentaire, qu'un suivi diététique. Ça c'est clair. Nous sommes comme toute personne normale, même celles qui n'ont pas été opérées, nous avons besoin, autant que ces personnes-là, de faire attention à notre alimentation, à notre manière de manger pour pouvoir maintenir notre poids stable. Ça demande autant d'efforts que si on n'avait pas été opéré 2 ans post-op. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la plupart de vos questions sur l'évolution de mon alimentation, c'est-à-dire de l'intervention à maintenant, 2 ans post-op. Surtout, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Je n'hésiterai pas à vous répondre. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, car c'est vrai que je suis assez présente, notamment sur Instagram, même si je suis aussi présente sur Facebook un petit peu, car je vais mettre un petit peu plus de publications, je posterai un petit peu plus de photos de ce que je mange, puisque vous êtes assez demandeurs. Dès que j'aurai un petit peu de temps en temps, je posterai. Comme ça, ça vous permettra également de voir l'évolution toujours de mon alimentation. Enfin et surtout, pour conclure sur cette vidéo, n'oubliez pas que la chirurgie n'est qu'un coup de pouce, qu'elle n'est pas l'intervention miracle. Je vous dis à très vite dans mes prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux. Ciao!